Voilà. Très bien. Donc, Nicolas Bourdel. C'est moi. C'est moi. Bonjour Nicolas Bonjour. Bourdel. Donc vous êtes professeur au CHU de Clermont. Voilà, Si au départ. Très bien. Et vous avez monté une start-up. Donc vous allez pouvoir nous raconter un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette start-up qui s'appelle Sorgar. Sorgar. Ok, c'est comme ça que ça se dit. Et au fur et à mesure, on va évoquer différentes questions, notamment les modalités d'investissement, qu'est-ce que c'est qu'un financement dilutif, non dilutif, est-ce qu'on lève des fonds avant le financement, au moment de la création, au total, comment on évalue le financement au global, comment se déroule aussi l'ouverture du capital. Donc voilà toutes les questions qu'on va évoquer avec nos autres invités, donc que j'ai pas introduit. Donc Arthur Duviquet est délégué innovation chez BPI France. C'est ça, bonjour. Et nous avons Johan Ribet qui est directeur des participations chez UI Investissement. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Et enfin, Xavier Dera du Crédit Agricole Centre-France. Exactement. Voilà. Merci. Donc, n'hésitez pas à intervenir au cours, même à me couper si vous jugez le moment opportun pour intervenir sur toutes ces questions. Préparez aussi des questions que vous pouvez envoyer sur le chat. Moi, normalement, je les recevrai sur mon téléphone. Donc, on se gardera 10 minutes à la fin pour les questions. Également, dans le public, on prendra des questions. Voilà. Et donc du coup, on peut commencer par vous, Nicolas Bourdel. Voilà, si vous voulez un peu nous expliquer ce qu'est votre start-up et comment ça a démarré toute cette aventure. Merci. Donc, au départ, moi, je suis chirurgien et puis dans la carrière universitaire, on doit faire une thèse de sciences. Et moi, j'ai commencé à faire ma thèse de sciences il y a à peu près 11 ans avec le professeur Bartoli, qui est un mathématicien qui travaille en vision par ordinateur. Donc, j'ai fait ma thèse de sciences, j'ai eu ma thèse et après, j'ai poursuivi la carrière académique assez classique. Et il y a un moment où on s'est dit qu'il fallait quand même que tout ce sur quoi on avait travaillé au cours de la thèse soit valorisé. Alors, il y a eu des aventures avant qui ont été plus ou moins des échecs sur la constitution d'une start-up. Et puis, moi, je me suis dit que c'était un moment où j'avais envie un peu de changement aussi dans ma carrière. Et c'était le bon moment pour prendre à bras le corps ce projet de création de start-up. Donc, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Mais c'est une histoire d'équipe, c'est pas que mon histoire, quoi. J'étais là au bon moment et c'était le bon moment pour moi pour prendre à bras le corps ce projet de création entrepreneuriale. Mais il y a tout un travail de l'équipe de recherche avant, au départ. Et donc, quel est l'objet de l'entreprise ? Alors nous, on fait un logiciel de réalité augmentée pour la chirurgie mini-invasive. C'est-à-dire que la chirurgie maintenant, la plupart du temps, en tout cas en chirurgie abdominale, elle se pratique avec une caméra et de petits instruments. Donc, on a toujours une image qui est retransmise et le chirurgien ne met plus les mains directement sur l'organe, il n'a plus la sensation tactile, il a une décoordination œil-main. Donc, pour essayer de compenser un peu ces difficultés liées à la chirurgie mini-invasive, on a créé un logiciel de réalité augmentée qui va afficher en fait la structure interne des organes et puis les éléments anatomiques à ne pas léser au cours d'une chirurgie. Donc, on est là pour améliorer la qualité et la précision du geste chirurgical, bien sûr pour le bénéfice des patients. Et est-ce que la question des financements a été compliquée ou simple pour vous ? Est-ce que vous avez bénéficié on va parler de financement d'abord, de financement dès le départ ? La question des financements est en tout cas au départ toujours compliquée quand on n'y connaît pas grand-chose, ça c'est sûr. Donc nous, historiquement, le premier élément, ça a été la rencontre avec l'incubateur Buzy, qui nous a poussé, ou qui m'a poussé en tout cas à proposer le sujet pour le concours iLab,
que nous avons obtenu et qui a été vraiment l'élément déclencheur, puisque ça fait un financement de départ non dilutif. C'est vraiment de l'argent pour créer l'entreprise. Alors bien sûr il y a toute la construction d'un budget qui oblige à structurer au départ quand on a ce projet d'entreprise. Donc ça a été le point de départ. Après, on peut parler de la suite, mais ça a été le point de départ. Très bien. Alors déjà, vous avez prononcé le mot dilutif. Qui veut expliquer ce que c'est qu'un financement dilutif? Arthur? Alors, je crois que c'était non dilutif, du coup. Là, c'était non dilutif, mais on peut donner les deux explications. Ouais. Je vais rater le nom, mais alors justement, c'est quoi la différence entre dilutif et non dilutif? Alors, on dit qu'un financement est non dilutif, justement, lorsqu'il intervient en fait pour préserver l'intérêt des associés et les parts et l'actionnariat de la société. Donc l'idée, c'est d'intervenir en bas de bilan, on dit, dans le cas de iLab ou dans le cas de sociétés dites deep tech qui viennent d'être créées, pour venir dérisquer en fait des premières phases dans la vie d'une entreprise. Et ces premières phases sont souvent des phases d'études de faisabilité technico-économique. Et on y est attentif, on y est très sensible. Et donc, pour ne pas peser trop sur le bilan de la société, on va venir adresser ces premières phases de faisabilité par de la subvention d'abord. C'est un moyen qui permet de préserver d'abord le cycle d'exploitation de la société, mais aussi l'actionnariat. Et ces phases de subvention vont pouvoir prendre d'autres formes, toujours en non dilutif, pour venir adresser d'autres phases en fait, de la vie de la société, et que pourront être des développements un peu plus techniques ou l'amélioration de solutions ou de produits existants. Et alors que sur le financement, on va dire dilutif, il y a des personnes sur scène qui sont beaucoup plus mieux placées que moi, donc peut-être qu'ils y répondront mieux que moi, mais on va venir après peut-être ces phases de faisabilité, en tout cas en capital risque. Et l'idée, c'est d'être un partenaire privilégié pour le coup du dirigeant de l'entreprise. Okay. Donc au départ, le non dilutif, est-ce que c'est BPI France qui Alors, aide à ce moment-là? Notamment, donc nous pour les entreprises dites deep tech, on va venir dérisquer ces phases de faisabilité, donc avec de la subvention, mais avec des montants qui sont finalement décloisonnés des montants classiques de nos produits classiques, puisque c'est l'avantage d'être labellisé Deep Tech, c'est l'avantage de pouvoir justifier d'un lien avec le secteur académique et de la recherche. C'est que pour nous, on a une véritable expertise scientifique, une profondeur technique qui sera susceptible d'adresser des enjeux de demain, ou en tout cas de venir bouleverser l'état de l'art. Et ce constat-là, aujourd'hui, on est capable de venir l'adresser avec une subvention à hauteur de 90 000 €, décaissée en plusieurs tranches, ou alors, dans certains cas, des concours nationaux comme iLab, qui sont beaucoup plus structurants et qui sont capables de débloquer des surfaces financières beaucoup plus grandes, toujours pour accompagner le dirigeant dans ces phases de faisabilité et lever les premiers verrous qui sont essentiels à la création. Très bien. Et donc, du coup, l'étape d'après, ça a été quoi pour vous, Nicolas Bourdelle? Alors, on a eu d'autres aides, dont notamment des prêts type AT2I, qui sont des aides sous forme de prêts, mais qui sont pour les cofondateurs des entreprises. Donc ça permet d'ajouter aussi du capital au départ du iLab, qui est encore une fois du non dilutif. Et puis nous, on a fait notre première levée de fonds. Alors, on a eu d'autres fonds parce qu'on fait de la deep tech et qu'on est partenaire de projets, que ce soit régionaux, nationaux ou même européens, on pourra en parler après, mais qui sont là des grandes, dont des subventions aussi, et qui sont non dilutifs, mais qui sont vraiment pour des projets de recherche précis, qui font partie de la vie de l'entreprise, mais qui ne sont pas le développement de l'entreprise en elle-même. Et puis,
9 mois ou 10 mois après notre création, on a fait notre première levée de fonds, là auprès d'investisseurs et de business angels, et qui là sont des fonds dilutifs. Donc du coup, la levée de fonds, avant ou après la création? Alors Pour la levée de fonds, c'est forcément après la création. Après. Enfin, en tout cas, je ne crois pas que ça puisse exister juridiquement avant la levée de fonds, avant la création. Donc c'est forcément après la levée de fonds, dans un calendrier qui est variable en fonction des besoins et du type de technologie qu'adresse l'entreprise. Très bien. Ok. Je vais pouvoir donner la parole à nos 2 autres intervenants qui n'ont pas encore eu l'occasion de parler. Vous pouvez peut-être présenter les organismes que vous représentez aujourd'hui et dire un peu quel rôle vous avez dans cette levée de fonds auprès des startups locales. Alors, moi, je représente UI Investissement. Donc, c'est une société de gestion qui effectivement investit, alors pas que dans les startups, mais on a bien une branche activité de proximité, d'investissement dans l'innovation, notamment dans la deep tech, avec des fonds spécifiques en général, qui sont capables de faire différents tickets d'investissement. Et là, effectivement, on est sur de l'investissement dilutif. Là, pour le coup, c'est de l'intervention haut de bilan, ça veut dire de l'intervention qui va faire que vous allez ouvrir votre capital à un associé. Alors, pour le coup, dans notre cas, c'est un associé institutionnel, donc société de gestion, agréé AMF, enfin tout ce qui montre un peu le professionnalisme et en même temps la transparence. Donc on est là pour financer ces phases d'amorçage, de démarrage, que ce soit. Alors souvent on aime bien quand même qu'il y ait des preuves de concept. Bon, dans le monde de la biotech, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a différentes phases où on va pouvoir apprécier le dossier. Et j'aurais tendance aussi à dire, même des fois, même si on ne fait pas l'intervention tout de suite, au moins à commencer un petit peu à aiguiller aussi les différents, soit porteurs de projet, soit dirigeants, si la société est créée, pour un peu montrer à quelle étape, on va dire, on peut intervenir selon les thématiques, parce que chaque cas est différent. Il faut partir sur ce postulat-là. Chaque projet est différent et on va l'analyser effectivement avec les outils qu'on va avoir à ce moment-là. Mais donc c'est de l'investissement dilutif. Donc c'est au capital. Ce soit de l'accès au capital de manière immédiate ou différée dans le temps, on ne sait faire que ça. Voilà. Et toute la partie bas de bilan, c'est totalement complémentaire. Souvent, il y en a un peu avant, il y en a en même temps qu'on intervient, et puis il y en a aussi même après. Donc voilà. Donc il y a pas de mot d'ordre. Effectivement, il faut que la société soit créée. Et ça, pour partager un capital, c'est forcé que le capital existe. Mais ça peut être au moment de la création. On a déjà fait des opérations où vraiment on crée la société, on rentrait à ce moment-là. Soit ça se fait effectivement un petit peu plus tard. Ce qui a aussi l'avantage de laisser aussi un petit peu avancer le projet dans sa maturité. Et puis, forcément, ça a aussi un impact sur un gros mot qui est la valorisation de la société. Voilà. Je vais laisser aussi mon camarade. Merci. Donc, Xavier Dera, je travaille dans une banque, mais je ne fais pas le métier de banquier. Dans le Crédit Agricole Centre-France, nous sommes présents sur 5 départements, Puy-de-Dôme, Allier, Creuse, Corrèze, Cantal. Et je suis dans une petite équipe de 3 personnes dont le métier est uniquement de prendre des participations dans le capital d'entreprises qui sont sur nos 5 départements géographiques. Voilà. Alors on a plusieurs lignes métiers, comme UI, on fait du LBO, du capital développement, et depuis bientôt un peu plus de 2 ans, on fait ce qu'on appelle du capital innovation à travers une société que nous détenons à 100% et dont la banque a alloué un certain montant de millions d'euros destiné à aller accompagner les startups de notre territoire. Alors nous, on a une caractéristique essentielle, c'est qu'on connaît pas, on est spécialiste d'aucune start-up parce qu'on n'y connaît strictement rien techniquement. Et on a un concept, c'est qu'on fait confiance aux porteurs de projets qui viennent nous voir et qui nous disent j'ai une idée, j'ai un produit, j'ai un service. Et nous appliquons 2 critères pour regarder ces dossiers. Il faut que le produit ou le service fonctionne, soit duplicable, scalable, dans les termes, si on jargonne un peu, et que le marché potentiel existe. Voilà. Et à partir de ce moment-là, donc on va toujours intervenir à côté d'autres investisseurs
dont UI Investissement, bien évidemment. Et on a une caractéristique de notre territoire, c'est que nous sommes les 2 seuls investisseurs dont les bureaux ou les sièges sont à Clermont-Ferrand. Et donc aujourd'hui, on n'est pas dans une grande métropole, on est sur un territoire qui, économiquement, l'investissement en capital coûte cher et est très contraint réglementairement. Et donc, on est les 2 seuls sur le territoire à faire ce métier-là. Et à partir de ce moment-là, c'est bien évidemment du dilutif, hein, donc je ne reviendrai pas sur ce qu'a évoqué Johan. Et surtout, on va aller regarder l'équipe, le projet, et on va intervenir sur ce qu'on appelle la traversée du désert de la start-up, entre j'ai l'idée, j'ai validé l'idée, j'ai pu obtenir les financements, notamment grâce à nos amis de la BPI qui sont très prenants là-dessus, en subvention, et maintenant il faut que je commence à déployer avant d'arriver à ce qu'on appelle la série A, hein, donc de dire maintenant je suis sur le marché, j'ai obtenu mes accords, mes normes, mes critères, et je vais pouvoir aller déployer mon produit ou mon service. Vous parliez de critères sur lesquels vous évaluez les projets. Concrètement, qu'est-ce que le porteur de projet doit vous apporter comme preuve? Peut-être une étude de marché, peut-être voilà. Quel genre de preuves concrètes vous attendez? Je dirais que là, après je laisserai parler Johan, mais je pense qu'on a une forme et on a un fond. La forme, comme tout investisseur, on va demander un dossier d'investissement qui va être très complet, mais on va surtout se baser sur, notamment pour les startups, ce sont tous des porteurs de projets qui, dans leur secteur d'activité, sont brillants, le connaissent 1000 fois mieux que nous. Mais par contre, ce qu'on va demander et ce qu'on va essayer d'aller voir, c'est est-ce qu'ils ont l'ouverture d'esprit nécessaire pour sortir, entre guillemets, de leur zone de confort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que ces gens-là savent s'entourer ? Est-ce qu'ils savent écouter? Est-ce qu'ils savent se remettre en cause? Est-ce qu'il faut qu'ils nous prouvent un peu qu'ils sont capables d'aller chercher des clients, qu'ils sont capables d'aller discuter avec des fournisseurs, qu'ils sont capables de se projeter, et ça, je crois qu'aujourd'hui, au-delà des chiffres, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est essentiel. Alors, je compléterai juste sur le fait qu'effectivement, il y a l'analyse marché, s'assurer qu'il y a un marché, la taille du marché, l'accès à ce marché-là. Enfin, il y a plein de choses sur le marché. Sur la technologie, il y a plein de choses aussi. Mais globalement, l'élément effectivement premier, c'est les humains qui composent le projet, qui va faire que on va franchir telle étape. Qu'est-ce qu'on vise comme étape? Et finalement, peut-être c'est même encore plus vrai dans le monde de la deep tech, c'est que on est obligé d'avoir plusieurs compétences dans l'entreprise. Alors à l'instant T, et des fois à l'instant où on rentre, il n'y a pas toutes les compétences, mais c'est aussi des fois un moment où on va aider l'entreprise, en tout cas, à aller chercher cette compétence-là. Alors, ça peut être une compétence. Alors en général, c'est pas une compétence technique, parce qu'elle y est habituellement sur les projets deep tech, elle y est largement. Par contre, la compétence business développement, commercial, structuration, ça c'est des choses qui manquent. Alors la plupart du temps, et les projets que nous on voit qui pour nous semblent le plus matures, c'est justement quand l'équipe est déjà composée. Finalement, pour l'investisseur, c'est un peu plus simple à analyser. Quand il n'y est pas, c'est déjà important. C'est pas si grave que ça, dans le sens où vous l'avez analysé. Vous vous dites, on sait faire ça. Ce point-là, on ne sait pas faire. Et ça serait intéressant, en tout cas, d'aller chercher cette compétence. Par contre, effectivement, on est en start-up. C'est le temps joue contre vous, de toute façon. Donc, parce que votre pays elle passe dans le temps, donc plus vous avancez, moins elle est pertinente. Donc le temps joue contre vous. Donc il y a des choses, effectivement, il y a des étapes que vous savez qu'il va falloir franchir. Et nous, finalement, l'argent que l'on injecte, c'est pour aussi vous donner du temps. Donc voilà. Et ça, c'est un point important. Donc c'est l'humain qui est important, et l'analyse des forces et des faiblesses dans l'équipe. Très bien, merci. Je vais redonner la parole à Nicolas Bourdelle. Comment ça s'est passé quand vous avez été voir des investisseurs? Est-ce que c'est vous en personne? Vous les avez rencontrés? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Touché du doigt? Ils sont réels? Ouais, j'ai même osé le faire, quoi. Et j'ai osé le faire avant la constitution de la société. Donc, je pense que dans ces aventures, il faut quand même être
à peu près sûr de là où on veut aller. On ne sait pas comment on va y aller, mais on veut y aller. Donc oui, au départ, on part un peu vers l'inconnu. On prépare ce qu'on appelle son pitch. Donc on essaye de synthétiser les idées. Et puis on évolue dans ce pitch, on évolue dans la présentation, on évolue dans la clarté de la présentation, et puis on évolue aussi avec les retours des investisseurs. C'est-à-dire qu'on apprend aussi en faisant, et puis en tombant parfois, et puis on se relève, et puis on continue à y retourner. Et voilà, c'est comme ça qu'on a progressé, en tout cas au départ, en rencontrant les investisseurs, en proposant notre sujet. Après, souvent quand on a ce projet-là, on est quand même assez convaincu de la technologie qu'on défend, encore heureux. Après, encore une fois, on n'est pas tout à fait sûr de la façon dont on va la valoriser, quoi. Et puis c'est comme ça qu'avec les questions des investisseurs, là où ils mettent toujours le doigt là où ça fait mal, hein, donc, et puis ça nous permet, nous, d'un autre côté, de nous adapter, de creuser ces sujets-là, de les travailler et puis d'être plus répondant à la réunion d'après, quoi. Donc c'est pas juste on y va, ça marche ou ça marche pas et puis c'est fini. C'est on y va, on échange, on retravaille et c'est. Est-ce que vous en avez rencontré beaucoup des investisseurs? Est-ce qu'il a fallu faire beaucoup de rencontres, de rendez-vous ou est-ce que voilà, et puis peut-être nous donner un chiffre, combien vous en avez Non. Non Vraiment, j'ai pas de chiffre, mais beaucoup. Ouais, Oui, beaucoup. oui, Beaucoup. oui, quand C'est même. pas on toque à une porte et ça suffit. Alors, on peut faire ce choix-là, où c'est surtout les investisseurs qui peuvent dire OK d'emblée, ou en tout cas sans condition ni rien. Mais après, je pense que justement, si l'entreprise veut progresser, on est obligé de voir plusieurs investisseurs dont les profils vont être totalement différents. Donc je pense que pour progresser, il faut en voir plusieurs. Ils n'auront pas les mêmes questions, ils ne challengeront pas sur les mêmes choses. Donc voilà. Et après, suivant le type d'investisseur, la société ne va pas se construire de la même façon. Donc il y a une vraie réflexion en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on veut comme partenaire? Parce qu'on dit un peu, bon, c'est un peu exagéré, mais c'est sa famille, quoi. Après, en tout cas entrepreneurial. Voilà, c'est un peu comme un mariage. Donc il faut être sûr avec qui on a envie de partir. Et quand on débute, on a quand même une vision, en tout cas pour moi, une vision partielle, voire partiale des choses. Et puis il faut construire cette vision pour après partir avec le bon partenaire. Oui, on pourra revenir sur l'influence des investisseurs dans la start-up si vous le voulez. Je voulais donner la parole à Arthur Duviquet. Quel accompagnement BPI France donne, est-ce qu'il en donne aux start-up pour aller vers les investisseurs? Est-ce qu'il y a des conseils, des aides ou des noms, des adresses qui sont données? Comment ça se passe? Alors, je dirais que la mise en relation avec les investisseurs se fait en fait sur un maillage plutôt régional chez nous, puisqu'on a des antennes au niveau départemental, BPI France. Donc, c'est plus la connaissance du délégué innovation du département qui pourrait être susceptible de mettre directement la société en relation avec les investisseurs. Mais pour cette mise en relation, généralement, la société n'a pas vraiment besoin de nous, en fait. C'est-à-dire que le message peut-être à faire passer aux doctorants, aux étudiants qui souhaitent se lancer, c'est ça que je comprends aussi, c'est qu'il faut oser, quoi. Faut oser aller toquer aux portes. Faut pas avoir peur de justement se prendre des portes fermées. C'est loin d'être un cheminement qui est linéaire, ça varie, il y a des variations d'humeur qu'on traverse qui sont, on oscille entre le bas et le haut sans arrêt, mais c'est justement ça qui est susceptible de rassurer aussi un investisseur et un financeur. C'est de se dire que si la personne a déjà pivoté, si la personne s'est déjà rendu compte que son produit ou sa vision du marché n'est finalement pas la bonne et qu'elle a déjà essayé, qu'elle s'est plantée et que finalement c'est ce cap-là qu'il faut venir, ça c'est rassurant pour nous. Et là on va y être attentif. Donc faut oser. Faut pas avoir peur de se planter. Se planter, c'est pas quelque chose qui est punitif. On sanctionne pas parce qu'on se plante. Au contraire, c'est même assez rassurant. Alors après, il y a se planter et se planter, mais faut encore une fois oser se lancer dans l'entrepreneuriat. Et après, on a tout un tas de choses, de véhicules, de méthodes qui sont là pour accompagner les entrepreneurs. Donc plus particulièrement pour répondre à cette question-là.
BPI France met en place donc des moyens financiers, c'est une chose, mais il y a surtout des accompagnements aussi méthodiques, en fait. Et ces accompagnements méthodiques, c'est ce qui s'appelle chez nous des diagnostics. Et on aime bien, en tout cas, j'aime bien, lorsque un entrepreneur vient nous voir et nous dit voilà, j'aimerais étudier la faisabilité de ce produit-là sur ce marché-là, et pour ça, j'ai besoin d'engager un certain nombre de dépenses sur 12 mois. Est-ce que vous pouvez me suivre ? La réponse est oui, on peut vous suivre. Donc on met en place un moyen financier, mais on vient souvent le coupler avec un moyen plutôt méthodique, où là, on va avoir quelqu'un qui sera staffé pendant 10 jours dans l'entreprise et qui va préparer l'entreprise à structurer son business plan, qui va préparer l'entreprise à identifier des actions commerciales qui soient simples et qui rapporteront gros, et qui peut, le cas échéant, préparer l'entreprise à pitcher sa société devant des investisseurs et pourquoi pas ensuite la mettre en relation avec des investisseurs. Mais ça, c'est plutôt du domaine de l'accompagnement méthodique, et on vient souvent le coupler, cet accompagnement, avec un financement de subvention de départ, quoi. Voilà. Donc allez-y, parce qu'on a tout un tas de dispositifs qui vous permettront de faciliter vos démarches auprès des investisseurs qui sont essentiels dans le développement de votre société. Très bien. Du coup, je reviens sur ce qui était mentionné juste avant, l'influence des investisseurs dans l'entreprise. Est-ce que qui veut témoigner d'abord? Est-ce que Nicolas Bourdelle, vous voulez... Alors, je rajoute une petite chose. En plus de se confronter aux investisseurs, la chose qui, moi, m'a été vraiment utile, c'est appeler des investisseurs et des start-upers, des fondateurs de sociétés. Moi, j'ai pris mon email et puis j'ai tous les gens qui étaient géographiquement, en tout cas autour, j'ai commencé à les contacter par mail, et la plupart des dirigeants sont assez réceptifs à quelqu'un qui a ce volonté d'entrepreneuriat. Donc, on peut discuter une demi-heure, une heure avec un dirigeant, même de grosses entreprises régionales ou nationales, peu importe. Mais ça, ce retour d'expérience a été vraiment extrêmement important dans la démarche initiale, quoi, en dehors de toute structuration, quoi. C'est le côté humain aussi de cette aventure, parce que souvent l'entrepreneur a vécu un peu la même solitude parfois, et donc est assez prêt à échanger sur son expérience. Mais c'était pour la partie de la question d'avant. Très bien, non, mais c'est très intéressant aussi de mettre en avant le fait que, en fait, il faut récolter des conseils un peu partout, en fait, si je comprends bien votre propos. C'est cela. Très bien. Et donc du coup, oui, sur l'influence que peuvent avoir les investisseurs sur l'évolution de la société, vous disiez c'est un peu un mariage. Il faut on prend une décision quand on choisit un Pax. Un Pax plutôt qu'un mariage. Non, après, on sait que ça va se terminer en CDD. Un Pax en CDD. Un Pax en CDD. L'expression de mariage ne vient pas de moi, mais après on peut choisir une famille plus ou moins intrusive, quoi. Donc après on a des profils extrêmement différents, et ça a été notre cas sur les choix qu'on a eu à faire avec qui on voulait partir dans l'aventure, entre des investisseurs extrêmement intrusifs mais qui prenaient une partie de la direction de la société, et des gens qui nous faisaient plus confiance et sur lesquels on pouvait nous mener à bien notre aventure telle qu'on l'imaginait, en tout cas éthiquement et au niveau des valeurs qu'on voulait défendre. Donc c'est difficile de dire, puisqu'il y a autant de profils que d'investisseurs, et puis c'est une relation, après, encore une fois, il y a beaucoup d'humains aussi entre la personne qui gère votre dossier au niveau du fonds et puis vous en tant qu'entrepreneur. Donc après, on sait très bien qu'il y a des formes plus ou moins intrusifs, entre guillemets, ou en tout cas qui vont participer de façon plus ou moins active dans la construction de la société. Si je peux rajouter, effectivement, dans la sphère des fonds d'investissement, on a des fonds qui sont effectivement plus attachés des fois à l'aspect territorial, enfin qui ont des philosophies différentes, et c'est important que le porteur de projet, le dirigeant, comprenne bien ce que cherche l'investisseur aussi,
pas se mettre à sa place forcément, mais comprendre ce qui l'intéresse, ce qui le motive à venir dans le projet. Et après, ça va se ressentir de toute façon dans les discussions juridiques. Effectivement, celui qui va vouloir être beaucoup plus intrusif, s'intéresser, voire s'immiscer dans la gestion, bon, souvent, on a plutôt affaire à des fonds plutôt dits industriels ou des fonds majoritaires. Là où des fonds minoritaires, donc majoritaire veut dire qu'on prend la majorité du capital, minoritaire, ça veut dire bon, on ne prend pas les décisions seules dans l'entreprise, voire on ne s'immisce pas dans la gestion, voire on ne prend pas de décision. Il y a vraiment différentes strates et c'est ça qu'il va falloir que vous appréciez et que vous recherchiez aussi. Parce ça nous a déjà arrivé d'avoir des porteurs de projets qui nous disent en fait, je me sens plus à l'aise dans un modèle où pas salarié, mais un peu plus, on me dit vers où je dois aller un petit peu. Bon, c'est entendable. En général, c'est pas des sociétés que nous on va financer, hein, très clairement. Par contre, on a l'inverse, c'est les porteurs de projets qui savent où ils veulent aller. Ils ont une vision de comment ils veulent y arriver, et effectivement, ils nous la soumettent. Et c'est à ce moment-là où il y a un échange, il y a un débat. C'est constructif, hein, parce que sinon ça serait un problème. Et c'est souvent d'ailleurs en amont qu'on fait ça, et c'est un peu le futur de nos relations qui se joue aussi là, parce que globalement, si on arrive à débattre ensemble alors qu'on n'est pas actionnaire, quand on le sera, ça ne devrait rien changer. Donc effectivement, c'est important de bien comprendre ce que veut l'investisseur en face, ce qu'il recherche. Et honnêtement, c'est pas toujours la rentabilité, c'est pas le financier, c'est un financier, mais pas que. Voilà. Il faut bien comprendre qu'il a aussi d'autres ambitions dans des projets. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ? Je partage cette vision, et moi je pense qu'on touche le point crucial de ce métier-là, à la fois pour le porteur de projet et puis pour le fonds qui intervient. Je pense que l'essentiel, certes, ce sont des euros, mais ce que je dis toujours aux porteurs de projet, c'est on va vous présenter notre philosophie d'investissement, on va vous présenter ce que l'on fait, et il faut qu'à un moment donné, il y ait un lien qui se crée. Il faut qu'à un moment donné, le porteur de projet puisse adhérer à ce que l'on est, comment on le fait, et que nous, on puisse aussi adhérer à sa vision. Et ça, on le voit avec l'expérience, ou même sans expérience, on le voit très rapidement. On voit très rapidement des porteurs de projets qui nous disent moi, j'ai envie d'agir sur ce territoire, j'ai des valeurs communes. Et quand on va dérouler le process, c'est un positionnement qui ne trompe pas. Quelqu'un qui nous aura masqué sa vraie position, comme le disait Johan parfaitement, quand on va rentrer dans le juridique, quand on va rentrer dans la négociation d'un pacte d'associés, d'un contrat obligataire, tout de suite ça va ressortir et on aura tous perdu du temps. Et on sera tous malheureux. Le but, c'est pas de faire perdre du temps aux porteurs de projet, parce que le temps, c'est de l'argent, le temps, ça passe vite. Le montage d'un projet d'investissement, ça prend du temps. On ne fait pas ça en 2 semaines, ça prend plusieurs mois, c'est clair, parce qu'il y a des allers-retours, il y a des variations, il y a des réflexions. Et en fait, le final, c'est est-ce qu'on a envie de s'associer avec lui, et surtout, est-ce que lui, il a envie de s'associer avec nous ? Et pour faire quoi ? Voilà. Et ça, je pense que c'est presque aussi, voire même plus important que le montant des euros qui sont mis en face. Aujourd'hui, l'argent est assez facile à trouver. Après, la philosophie d'investissement, il faut qu'elle soit claire, que cette philosophie-là soit partagée par toutes les parties, et aussi pour les co-investisseurs, parce qu'à un moment donné, le porteur de projet va rapidement se rendre compte que si les investisseurs ont des philosophies différentes, il va être confronté à des soucis et ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde, en sachant que chacun reste à sa place. Le dirigeant va être un opérationnel, va nous faire partager ce qu'il souhaite nous faire partager. Pour moi, le plus bel échec dans une start-up ou dans une entreprise, même si elle marche très bien, c'est qu'on se voit une fois par an à l'Assemblée générale. Voilà. Ça veut dire qu'on aura raté quelque chose, même si l'opération est rentable et on fait un très beau TRI. Je pense que le sujet, c'est quand même l'échange, le partage d'expérience, la mise en relation, parce que, comme on dit, nous, le Crédit Agricole, on a développé un réseau de villages sur tout le territoire français, et c'est un élément qui compte aujourd'hui dans notre proposition, accueillir des start-up, briser l'isolement des porteurs de projets, ça c'est essentiel. Les dirigeants, que ce soit de porteurs de projets, sont souvent des personnes seules quand elles sortent de leur zone de confort. Et là, il faut leur apporter tout le réseau. Et je pense que les investisseurs, un de leurs métiers, comme la BPI, pareil, c'est d'apporter un réseau
pour que ces porteurs de projets puissent être accompagnés dans les différentes thématiques et qui viennent nous voir en disant j'ai tel sujet, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter, est-ce que vous pouvez m'apporter quelque chose ou pas. Et là, je pense que c'est une relation qui se construit au fur et à mesure. Ok. Vous parliez d'un PAC sans CDD, c'est-à-dire que ça ne va pas durer toute la vie. Combien de temps ça dure environ? Ça dure... dans l'innovation, je dirais que plus c'est court, plus c'est intéressant. Mais on n'a pas d'idée. Vous savez, dans ce métier-là, on part toujours... souvent, le porteur de projet nous dit, bon, je vais vous sortir comme ci, comme ça. Et en général, 9 cas sur 10, ça ne se passe jamais comme c'est prévu. Donc, il faut être très réactif, il faut être très souple. Et on intervient avec des fonds qui sont dédiés à une durée de vie de l'entreprise. Nous, notre philosophie, c'est entre guillemets, je vais être un peu trivial, et c'est pas de faire un coup et puis de partir et de dire bah, super, on a fait un x2, x3, x5, et puis il se débrouillera après. Nous, c'est de l'accompagner sur tout le trajet de l'entreprise, toute sa période, donc avant des séries A. Et après, il y a d'autres fonds qui prennent. Et autant on peut dire on est là sur du capital développement sur 5 ans, 7 ans, 10 ans, autant je dirais sur l'innovation, on est là sur des durées plus courtes, mais on a différentes typologies de fonds qui peuvent prendre le relais au fur et à mesure. Très bien. Du coup, Nicolas Bourdelle, est-ce que vous pouvez nous donner quelques dates, vous, dans votre exemple particulier de start-up voilà, quand est-ce que vous l'avez créé, où vous en êtes aujourd'hui? Quand est-ce que vous voulez nous dégager? Quand est-ce que vous partez? C'était pas du tout ma question. Non, mais c'est une question. Mais c'est nos réponses. Non, mais c'est des investisseurs. Ils sont là pour faire un exit. Il y a un moment où c'est quand même leur métier que ce qu'ils ont investi au départ fructifie et rapporte une certaine somme pour qu'ils puissent investir dans d'autres sociétés. Donc c'est censé être un cercle vertueux de l'investissement quand même. Nous, on a créé la société en octobre 2019. On a levé des fonds. On a dû signer septembre de l'année d'après, donc septembre 2020. Et puis là, on commence à envisager une stratégie pour une série A, donc la levée de fonds suivante, qui bien sûr a des montants plus importants. Alors nous, on est dans du dispositif médical, donc le calendrier est extrêmement contraint par les normes européennes notamment, ou les normes américaines, mais on a un calendrier qui est extrêmement dépendant de cette partie qualité réglementaire du fait que l'on fabrique un dispositif médical. Donc le calendrier est souvent un petit peu différent de quelque chose d'autre de deep tech ou de digital qui n'est pas contraint par cette spécificité médicale. Et combien de personnes vous avez autour de vous Alors nous, on était 4 cofondateurs au départ. Et puis on a démarré la société pendant les 3-4 premiers mois, on était 3 salariés et puis maintenant on est 25 collaborateurs. Donc c'est vrai que c'est une croissance extrêmement importante en termes de ressources humaines et en termes de gestion d'entreprise. On passe de rien à quelque chose qui est quand même pas si petit que ça dans la gestion même logistique et quotidienne. Et quels sont les profils un peu de vos collaborateurs? Alors nous, on a beaucoup de développeurs, donc d'ingénieurs informatiques. Alors développeurs ou en machine learning, en intelligence artificielle et en vision par ordinateur. On a un département, entre guillemets, enfin on a 2 personnes qui s'occupent des affaires réglementaires et de la qualité. On a des gens qui s'occupent de la recherche clinique. Et puis on a des gens qui s'occupent du fonctionnement quotidien de l'entreprise, du côté opérationnel, logistique de l'entreprise. Très bien. Arthur Duviquet, une fois que la première levée de fonds a été effectuée, quel est le rôle de BPI France Alors on s'aperçoit qu'en fait sur les entreprises dites deep tech, l'enjeu finalement c'est comme toute entreprise, c'est d'aller toucher, atteindre l'horizon de commercialisation. Et ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que pour des sujets de conformité réglementaire, pour des sujets de industrialisation, cet horizon de commercialisation est souvent très éloigné.
Et donc c'est le rôle aussi de BPI France, mais pas que, de aussi l'écosystème, de pouvoir inscrire leur accompagnement dans la durée et même après une première levée de fonds. Parce que ce qui se passe, et ça c'est une constante, c'est que sur les premières levées de fonds des sociétés dites deep tech, une grande majorité de l'argent levé va être encore dédié à du développement de produits, du développement de solutions, du développement et moins en fait sur du recrutement de commerciaux pour aller atteindre le marché. Donc quand il y a une pré-série, une pré-seed ou une série une série A, le rôle de BPI France et de l'écosystème de manière générale, c'est de poursuivre son accompagnement pour s'assurer que cet horizon de commercialisation, eh bien, il se rapproche, il s'éloigne pas. Revérifier qu'on a bien tous les facteurs de succès d'une entreprise, la complémentarité des compétences humaines, on en parlait tout à l'heure, mais aussi une vision marché partagée et sur laquelle les employés de la société sont OK. Une capacité d'exécution technique, enfin, tout un tas de critères. Et si ces critères sont réunis et que la première levée est réalisée, notre rôle, c'est de finalement renouveler notre confiance dans les capacités des dirigeants et des dirigeantes à atteindre cet horizon de commercialisation qui, bien souvent, commence à être atteint soit par de la prestation de services, mais le marché de référence identifié dès le départ n'est pas tout à fait encore atteint. Et donc, il faut pouvoir améliorer le produit, améliorer la solution, faire ce qu'on dit de l'innovation incrémentale, c'est-à-dire améliorer l'existant, pour être sûr d'avoir un produit fiabilisé, robuste, qui sera tout à fait différent de l'état de l'art, et ce sera alors un véritable relais de croissance. Donc notre rôle, c'est de renouveler notre confiance d'abord auprès des investisseurs, parce que si eux ont investi, c'est qu'on leur fait confiance en les suivant, et aussi auprès des dirigeants et des dirigeantes en les accompagnant encore dans ces efforts techniques. Donc concrètement, c'est un accompagnement à la fois financier et humain. Tout à fait. Donc concrètement, on va, à la suite de la bourse French Tech Émergence que j'avais évoquée tout à l'heure, s'inscrire dans la durée avec ce qu'on appelle une aide au développement Deep Tech, ADD, qui aura l'avantage d'aller chercher des surfaces financières pouvant aller jusqu'à 2 millions, donc cette fois avec une véritable ambition d'accélération, et qui aura un mix qui préservera le cycle d'exploitation de la société, puisqu'on est sur de l'avance remboursable et de la subvention. On n'a pas de notion de charge financière encore proprement dite. Ok. Il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est les chiffres. Comment on estime le montant dont on a besoin lors des levées de fonds et est-ce que c'est discuté avec les investisseurs? Vraiment, c'est une question naïve parce que je ne connais pas du tout ce milieu, donc vous allez pouvoir nous éclairer. Alors, nous, encore une fois, on a commencé par le concours iLab qui oblige à une structuration, c'est-à-dire écrire un business plan. Et dans votre business plan, vous êtes obligé d'inclure bien toutes les dépenses sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire 10 ans. Donc on est bien obligé d'essayer, et c'est en ça que c'est vertueux, c'est qu'on est obligé de vraiment penser à chaque partie du développement de l'entreprise, à chaque département de l'entreprise, et d'essayer effectivement d'évaluer les coûts. Et puis la levée de fonds, elle essaye au maximum d'être adaptée à l'argent dont on a besoin. Après, il y a une question d'opportunité, il y a une question de ce que les investisseurs vont être capables de mettre et quel est ce montant à tel moment de l'entreprise, qui ne sera pas le même après. Donc voilà, on essaye aussi de faire en fonction de l'ensemble des acteurs. Et après, il y a une question aussi de dilution et donc de valorisation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous levez beaucoup d'argent sur une entreprise qui n'a pas fait grand-chose, vous vous retrouvez à être totalement minoritaire et puis en tout cas à diminuer l'influence que vous pouvez théoriquement avoir sur la conduite de l'entreprise. Ok, très bien. Au niveau des
des investisseurs, messieurs? Est-ce qu'il y a une négociation qui se fait quand il y a un projet qui arrive au niveau des montants? Est-ce que vous rediscutez ces montants-là? Voilà. Alors, on les rediscute. Alors, on les négocie pas. C'est pas une négociation sur le prévisionnel, sur la vision qu'a le dirigeant. Mais par contre, je l'ai évoqué tout à l'heure, une sorte de débat constructif. C'est un échange. Effectivement, on va en discuter ensemble. On va challenger. On va essayer d'appuyer effectivement là où ça fait mal. Mais est-ce que vous avez prévu assez de personnes? Est-ce que finalement, ce que vous avez prévu, c'est réaliste? Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce que vous avez pris en compte un certain nombre de choses? Donc c'est un débat, mais ça faut pas en avoir peur. C'est-à-dire, on arrive avec sa feuille, elle est pas blanche, elle est déjà remplie d'un certain nombre de choses, avec une philosophie. Et après, bon, effectivement, on la confronte, et c'est là où effectivement, faut avoir une qualité d'écoute. Je pense que ça c'est important. Nous, en tant qu'investisseurs, on essaye de l'avoir aussi, parce qu'on n'a pas non plus la science infuse, donc on sait pas tout, loin de là. Donc, mais par contre, à vous aussi de bien écouter, de bien comprendre ce qu'on recherche. Quand on pose des questions, souvent, des fois c'est même des questions un peu naïves et on enfonce des portes, mais c'est pas grave. Et l'objectif, c'est effectivement de voir si on a adressé tous les points, est-ce qu'on a pensé à un maximum de choses. Et souvent, cette confrontation fait bouger le business plan. C'est-à-dire qu'on va pas venir le négocier en disant on verrait plus, moins de chiffre d'affaires, plus de chiffre d'affaires, il faudrait mettre tel chiffre. Et au final, ça nous arrange parce que c'est le montant d'investissement qu'on voulait mettre. Non, il faut vraiment partir et se dire c'est votre projet. Ok, vous voyez là, est-ce que ça c'est crédible? Si c'est pas crédible, effectivement, il faut revoir les choses. Et c'est assez, faut le faire assez simplement. Moi, j'évoquerai aussi le fait que, et je sais pas, Nicolas, comment vous avez été accompagné, mais globalement, il y a quand même un message important aussi, c'est qu'on est dans un monde ouvert. Le monde de la création d'entreprise, c'est surprenant, parce que souvent, les entreprises ont l'impression que c'est fermé, chacun travaille de son côté, il y a des réseaux, mais bon, c'est un peu sombre. Et en fait, non, honnêtement, le monde de la start-up, c'est monde ouvert. C'est vous ouvrez une porte et vous avez une problématique, n'hésitez pas à parler de cette problématique à votre interlocuteur, il vous ouvrira une autre porte. Et ça va pas vous balader, ça va vous faire avancer dans votre projet. Alors, je le dis encore plus aisément en Auvergne, parce qu'on a un écosystème qui communique, qui est assez transparent et qui fait que les projets avancent beaucoup plus vite. Vous n'êtes pas un chiffre, un chiffre sur un dossier. Vous êtes telle personne qui a tel projet dans telle thématique et qu'est-ce qu'on peut faire sur le territoire pour vous accompagner. Et ça, c'est un acteur privé qui vous le dit. Donc, c'est très important. Et je pense que peut-être un point, un éclairage que vous pourriez faire, c'est, mais finalement, les chiffres, comment vous les avez construits? Vous aviez la vision, mais est-ce que vous êtes fait accompagner pour l'élaboration de ces dossiers qui, souvent, à la base, et on en a vu des porteurs de projets qui considéraient que c'était un frein, alors qu'en fait, c'était un moyen de vider aussi votre tête, votre stratégie dans des chiffres. Mais souvent, il faut se faire accompagner sur ces sujets-là. Alors nous, c'était Buzy, Isabelle Lounier et Loïc Lucel qui nous ont aidés à écrire le business plan en pratique. Ça s'est passé comme ça. Encore une fois, le concours iLab nous a obligés à avoir des deadlines, un calendrier, mettre tout par écrit. Et puis on est challengé pour ce concours. Et après, maintenant on inclut des choses qu'on n'avait pas du tout imaginées pour la création de business plan, que ce soit pour des projets européens, des financements de BPI. Donc c'est beaucoup plus complexe et plus structuré. Mais il y a un moment, il faut bien commencer quelque part. Et nous, c'était notre accompagnement. Après, on a la discussion sur la valorisation. Là, il faut quand même, pour moi, beaucoup de retours d'expérience aussi d'entrepreneurs. Il y a aussi des avocats spécialisés qui peuvent accompagner. Donc, je pense qu'il faut pouvoir intégrer l'ensemble de ces informations et effectivement toquer aux portes et puis ne pas hésiter. Si on voit que ça patine un peu, il ne faut pas hésiter à changer aussi des fois d'interlocuteur. Donc voilà, et puis c'est vrai que il y a plutôt une bienveillance en Auvergne. Après, on n'est pas là pour faire que de l'entre-soi, mais ça permet d'avancer plus vite sur certains sujets et d'avoir des relations simplifiées avec le tissu économique et puis l'écosystème en général.
Moi, j'aurais juste rajouté 2 éléments. Je pense que ce qui est important, c'est que les chiffres soient en cohérence avec l'histoire qu'on nous a racontée et développée. Je pense que c'est essentiel. Et ensuite, alors c'est peut-être mon passé de banquier qui fait ça, moi j'aime bien dire aux porteurs de projet, écoutez, si on fait un crash test, qu'on prend 6 mois, 12 mois de décalage, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'instant, puisque ce que disait Nicolas Bourdelle qui est très important, et est-ce que nous, on a la capacité à remettre derrière ou pas, si besoin? Et ça, je pense que c'est la priorité, parce que l'angoisse du porteur de projet, c'est de voir le niveau de son compte en banque baisser tous les mois. Et de ne pas arriver avec le mois de retard qui fait, il n'y a pas pire que de dire l'entreprise a un bel avenir mais n'a plus de trésorerie. Donc il n'y a plus d'avenir. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et puis la valorisation dans le monde des startups, je pense que c'est un sujet qui pourrait nous prendre des mois et on en reviendrait toujours au même stade. Il n'y a pas de méthode. Alors il y aura toujours des méthodes, des DCF, des taux d'actualisation, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, il y a la projection que peut avoir le porteur de projet, qu'est-ce qu'il peut nous présenter, et puis sa volonté à lui de rester majoritaire, pas majoritaire, comment il applique ça. Et derrière, on trouvera toujours une solution pour s'adapter. Mais il n'y a pas pire comme approche que d'arriver en disant, moi, ma start-up, elle vaut 1000, elle vaut 10 000, elle vaut 100, et c'est comme ça. Moi, je serais un peu abruti en disant que dans ce cas-là, vaut mieux qu'il passe son chemin. Par contre, on est là, comme le dit Luan, pour échanger, pour discuter, pour le challenger. Et puis parfois, on peut se tromper, et lui aussi. Et je pense que l'erreur, elle est humaine et elle est régulière, et il faut savoir se remettre en cause. Ok, très bien. Merci pour ces témoignages. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas. Hein. Même si c'est des questions bêtes, c'est pas moi qui vous jugerai. Oui, bonjour Christophe, j'ai témoigné tout à l'heure. Moi, j'ai vu dans les projets que j'ai suivis qu'il y avait souvent des décalages, alors pas forcément dus aux entreprises, enfin aux startups créées, mais je pense en particulier au cas d'Allégorithmique, au décalage du marché. D'un seul coup, un marché qui se contracte pour une raison X ou Y, voilà, des aléas qui peuvent être très forts sur un marché. Et je voulais savoir comment vous, investisseurs et BPI, comment vous souhaitez aider les projets par rapport à ces aléas. Parce qu'on a beaucoup parlé d'aléas propres au projet, mais on n'a pas tellement parlé des aléas externes au projet. Ouais, moi, je peux répondre pour le Crédit Agricole, après je laisserai mes collègues répondre. Moi, je pense que la principale caractéristique, c'est la capacité de la start-up à pivoter. Moi, je ne serais pas en capacité à dire à une entreprise, votre marché, il est décalé de 6 mois, 2 ans, 3 ans, trouvez-en un autre. Moi, ce n'est pas mon job et je n'ai pas les compétences, très humblement. Par contre, ce qu'on va voir, c'est est-ce que la start-up peut pivoter, est-ce que le dirigeant et son équipe peuvent nous amener des solutions, d'aller sur d'autres marchés, d'aller faire évoluer la solution ou le produit pour répondre à un besoin. Je pense que là, on va rentrer dans une phase de marketing, d'étude de marché, de dire qu'est-ce qui peut être accessible à la start-up, est-ce qu'elle a les compétences internes pour aller sur ce produit ou ce service, et derrière, la dernière question, c'est combien, quoi. Oui, vous allez à ce moment-là éventuellement l'accompagner, l'aider bien sûr, si elle a ses capacités à pivoter, mais est-ce que vous allez financièrement l'aider, remettre et repartir sur un second marché Je dirais c'est du cas par cas, et puis pour vous rassurer, je n'ai pas connu une seule start-up qui n'a pas pivoté un jour ou l'autre. Donc voilà. Bon, après, il y a des pivots plus ou moins forts. Enfin, je veux dire, soit il y a des pivots où finalement le projet d'origine arrive à cette étape-là, et là on nous propose un tout nouveau projet. On ne peut pas le traiter de la même façon. Si c'est qu'un problème d'inertie de marché, mais qu'on reste, et c'est important aussi, on reste confiant vis-à-vis de la direction, on reste confiant sur le fait de se dire non mais on y croit encore, nous en tant qu'investisseurs. On y a cru et on y croit encore. Donc ça veut dire, effectivement, on doit nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, je parle de l'entreprise. Et après, souvent, des fois, ça ne nécessite pas de réinvestissement
parce que l'entreprise a la capacité, parce qu'on est en phase de start-up. Les start-up, c'est quand même des véhicules qui sont assez souples pour pivoter. C'est pas comme une grosse entreprise qui là, c'est un paquebot, donc c'est un peu plus compliqué à manœuvrer. Et des fois, ça nécessite effectivement qu'on réinjecte, qu'on réinvestisse. Et à ce moment-là, on fait notre job d'actionnaire en général. Si on a toutes les composantes qui nous conviennent, on réinvestit. Alors après, est-ce que c'est encore du dilutif? Est-ce qu'on fait quelque chose qui sera dilutif mais dans le temps? Est-ce que là, ça dépend de pas mal de paramètres. Globalement, nous, notre vocation, elle n'est pas de monter. On est plutôt acteur. Alors chez UI Investissement, on a différents véhicules, mais globalement, moi, pour les fonds que je représente, la plupart du temps, c'est des fonds minoritaires. Et Xavier, c'est pareil. Donc, nous, on n'a pas vocation à monter haut au capital d'une société. Alors, être majoritaire, pas du tout. Et être haut au capital, pour nous, c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est que l'entreprise, elle puisse être pérenne dans le temps, elle a un impact, elle crée de l'emploi. Voilà, il y a une notion de développement d'entreprise qui n'est pas seulement financière. Et donc, monter au capital, c'est pas un objectif en soi. Alors, je parle pour nous, tous les investisseurs, on peut ne pas avoir cette stratégie-là. Mais en ce qui nous concerne, en tout cas, c'est le cas. Et donc, c'est ce qu'a dit à un moment donné Xavier, c'est assurez-vous même au démarrage que l'investisseur que vous avez en face, ok, il va mettre de l'argent, mais si demain il doit remettre, est-ce qu'il est en capacité à? Et c'est un point important aussi. C'est de voir est-ce que c'est quelqu'un qui accompagne. Et souvent, les investisseurs peuvent vous dire oui, on a d'autres véhicules. C'est vrai qu'on lève des fonds tous les ans, on lève des fonds, donc on pourrait être techniquement capable d'accompagner l'entreprise à remettre de l'argent. Mais il faut, au-delà d'être en capacité, est-ce qu'ils ont la stratégie de le faire? Et ça, c'est pas toujours vrai aussi. Et donc il faut, alors de notre point de vue, nous, on le fait quand ça le nécessite et qu'on y croit. Malgré tout, c'est important que, et ça c'est Nicolas qui l'a dit, c'est n'hésitez pas à utiliser aussi l'écosystème pour rencontrer, à vous mettre en relation avec d'anciens dirigeants qui ont fait des levées de fonds, parce que c'est aussi le meilleur moyen de savoir si tel investisseur ou tel investisseur sont capables ou non, quelle est leur philosophie réelle sur ces sujets-là. Mais habituellement, honnêtement, je pense qu'une grande partie des investisseurs, des VC, on les appelle, sont capables de faire du réinvestissement. Et le font, techniquement. Si le sujet, ils y croient encore, il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas. Est-ce que Arthur et Nicolas, vous voulez réagir sur ce décalage entre l'idée et le marché? Je pense qu'en effet, il y a plusieurs niveaux de réponse en fait, à cette question. Je dirais que nous, en interne, on va d'abord essayer de se convaincre de la raison de cette mutation du marché. Et il peut y avoir plusieurs raisons. Donc, est-ce que c'est une évolution sur un segment bien précis et isolé? Est-ce que c'est quelque chose de systémique comme on a connu? Est-ce que c'est une évolution réglementaire auquel on s'attendait et à ce moment-là il y a différentes postures qui vont découler de notre compréhension déjà de la situation. Et sur quelque chose de très systémique, on va être capable d'adresser ce qu'on appelle des produits de soutien finalement, qui vont aider l'entreprise à avoir un peu plus de visibilité sur son activité. Sur des évolutions très isolées du marché ou des évolutions réglementaires, on va vérifier on va étudier si la société déjà s'y était préparée. Si c'est le cas, on va étudier avec elle la possibilité en effet de refaire un financement. Mais on va être vigilant parce que refinancer veut dire aussi réalourdir la charge financière de la société. Et nous, ce qu'on veut éviter, c'est que l'ensemble de sa richesse, finalement, soit dédié exclusivement au remboursement de la dette en tant que financeur. Ça, c'est vraiment une situation qu'on veut éviter. Et donc, dans certaines situations, plutôt que de refinancer, on va vouloir rallonger la dette existante. C'est-à-dire que quand l'entreprise va avoir des échéances qui vont arriver, qui sont souvent pour nous
des échéances trimestrielles. Ces échéances trimestrielles, on va être susceptible de dire à la société, bon bah finalement ton pivot, tu vas pouvoir le faire, et tu vas pouvoir le faire parce que tu n'auras pas de sortie de cash de prévu pour le remboursement de ta dette sur les 6-12 prochaines échéances. Voilà. Donc ça, c'est aussi un moyen de donner de l'air à la société plutôt que de refinancer et savoir et avoir encore une notion de risque. En fait, la notion de risque régit l'ensemble de nos activités. Donc c'est pour ça que j'en parle, mais une notion de risque dans l'appréciation du dirigeant dans de la mutation de ce marché-là. Voilà. Donc un premier point, c'est de se convaincre en fait de la raison de cette mutation-là, de la nature de cette mutation-là, et ensuite un dispositif qui pourrait varier entre un produit de soutien, du refinancement ou alors un allongement plutôt de la dette qui serait alors synonyme d'un décalement des échéances pour donner de l'air à la société. Ok, merci beaucoup. Nicolas Bourdelle, vous n'avez pas eu souci de décalage entre votre projet et le marché. Le marché était déjà là. Tous les jours. On se soucie tous les jours. Non, mais c'est un vrai enjeu. Après, nous, le marché est peut-être un petit peu plus stable, mais le problème est d'arriver au marché. Donc, on est confronté toujours, mais c'est le principe de la start-up, d'être capable de s'adapter, d'envisager d'autres solutions, et c'est ça qui fait notre force. Et puis c'est comme ça qu'en étant transparent avec les investisseurs, je crois que le mot est vraiment important. C'est une question après de confiance. On dit que les obstacles, voilà, bien sûr qu'on en a des obstacles, bien sûr qu'il y a des fois où on s'est trompé, et il faut être capable de s'adapter. C'est là tout l'enjeu, quoi. Et c'est notre flexibilité qui fait notre force à ce stade de la création de la société. Ok, très bien. Merci. On va s'arrêter là.